Chantal Lepire, qui va être donc l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Chantal est conseillère d'orientation en pratique privée. Elle est gestionnaire aussi de l'entreprise 3CO en orientation, employabilité et psychothérapie. Et elle est actuellement aussi chargée de cours à l'UQAM en carriérologie. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Chantal, qui maintenant va prendre soin de pouvoir présenter aussi le reste des présentateurs aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Hélène. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je suis bien heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans le déroulement de ce webinaire. Voilà, donc une mise en contexte pour commencer. J'ai questionné Madame Odette Raymond, conseillère d'orientation, mais qui est aussi celle qui assure la coordination du comité interordre. Non? Pardon, Madame Raymond, vous souhaitez peut-être... Je suis pas conseillère d'orientation, je suis conseillère... Allez-y, Madame Raymond. Je suis conseillère pédagogique. Je suis pas conseillère d'orientation. Ah! Je suis conseillère pédagogique et conseillère en service adapté pour les étudiants qui ont, entre autres, des troubles d'origine neurologique ou neurocognitif et des troubles de santé mentale. Merci beaucoup, Madame Raymond. Alors, je poursuis. Donc, je vous ai questionné, Madame Raymond, à savoir qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête d'entrée de jeu pour ce webinaire, tout en considérant le rôle du conseiller et de la conseillère d'orientation ou toute autre personne, évidemment, ouvrant auprès des personnes présentant un trouble de santé mentale ou neurocognitif. Donc, votre réponse, Madame Raymond, s'est développée autour de 3 aspects. Le premier étant une évolution sociale qui donne plus de possibilités aux personnes en situation de handicap. Le deuxième, vous avez mentionné une mobilisation de ces mêmes populations autour du respect de leurs droits fondamentaux à occuper un espace dans la société, à être citoyen à part entière, autonome, contributif et productif. Finalement, vous nous avez indiqué aussi qu'il y a des obligations légales de les intégrer dans toutes les sphères de l'activité humaine. C'est bien cela? C'est bien ça. Madame Raymond, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Excellent. Bien, très bien. Voici notre départ. Allez-y. Alors, c'est à vous, Madame Raymond, si vous voulez ajouter. C'est beau. Alors, je pense que c'est très important de voir cette évolution-là à laquelle on a tous contribué. Et aujourd'hui, plus grand monde peut dire qu'il y a qui connaît pas de personnes qui ont des problèmes neurocognitifs ou des problèmes de santé mentale. Alors, on est tous concernés sur le plan professionnel, nous tous qui sommes ici, mais aussi sur le plan personnel. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte. C'est important aussi de tenir compte qu'il y a eu une grande évolution dans le désir d'implication sociale de ces personnes-là qui veulent contribuer à leur façon, à leur mesure, avec leurs différences, au bien-être de notre société. Merci, Madame Raymond, pour ces ajouts. Donc, avant qu'on passe aux présentations formelles, voici à tous comment va se dérouler le webinaire autour de 2 grands thèmes qu'on a choisis. Donc, le premier, le rôle du conseiller, de la conseillère d'orientation, sous l'angle du développement de sa compétence à intervenir auprès de cette population, et celui des approches et interventions à privilégier. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, le rôle toujours de la conseillère ou du conseiller d'orientation dans la préparation du marché du travail de cette même population. Voici comment on va fonctionner pour chacun des 2 thèmes. Première étape, je produis une brève mise en contexte. Ensuite, je vais enchaîner avec des questions que nous avons préparées qui seront posées aux 3 présentateurs, donc Marie Ducharme, Émilie Robert et André Parent.
Nous prendrons l'habitude de commencer par Marie, poser les questions, ensuite Émilie et puis André. Évidemment, les tours de rôle pourront changer à leur guise. Je peux aussi poser des sous-questions au besoin pour clarifier les propos. Les présentateurs peuvent aussi se poser des questions entre eux s'ils le jugent pertinent de le faire ou encore de clarifier des éléments comme Mme Raymond a fait tout à l'heure avec moi. Donc, ils auront 25 minutes par thème pour répondre à nos questions. Enfin, et après, troisième étape, c'est à vous, les participants, de poser vos questions. Vous aurez ainsi une période de 15 minutes pour le faire, et ce, pour chaque thème. Voilà. Et si jamais il nous reste du temps, nous verrons, avec le nombre de questions et d'échanges, il y a un troisième thème qui est là, sous réserve, que nous pourrons dévoiler si le temps nous le permet. Alors, prenons quelques instants pour connaître nos présentateurs. Et avant cela, on va commencer par Madame Raymond. Ensuite, on va enchaîner avec Marie, Émilie et André. Donc, Madame Raymond, vous avez commencé à vous présenter tout à l'heure. Je vous incite à terminer votre présentation. Vous avez quelques minutes pour le faire. Mais ça fait 35 ans que je travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont un trouble neurocognitif, un trouble de santé mentale ou un trouble auditif, visuel, moteur. Donc, ça fait 35 ans, dont 25 ans dans le milieu postsecondaire. J'ai été interprète pour les sourds et conseillère en services adaptés. Depuis quelques années, je m'intéresse tout particulièrement aux personnes qui ont un trouble justement neurocognitif ou de santé mentale. Et j'ai coordonné un projet interordre de transition du cégep à l'université au cours des 3 dernières années et demie à peu près. Alors, et présentement, je travaille au CRISPECH, donc qui est un centre de recherche pour les personnes en situation de handicap. C'est ça. Merci, Madame Raymond. Une expérience importante qui pourra nous éclairer probablement aujourd'hui. Donc, j'invite maintenant Marie Ducharme à se présenter. Marie, à vous. Bien, bonjour à toutes et tous et à tout le monde, finalement. Moi, je travaille à l'UQAM, au service d'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap. Alors, ça fait quand même depuis 14 ans que je travaille avec la clientèle en situation de handicap. Auparavant, j'ai travaillé pendant 13 ans plus au niveau de l'insertion sur le marché du travail. Et là maintenant, c'est plus à l'UQAM depuis 2 ans et demi là, que je fais mon travail. J'ai travaillé avec toute clientèle. Donc, au fil de mes expériences de travail, je me suis plus spécialisée avec les gens qui ont des troubles mentaux, des troubles de déficit de l'attention, troubles d'apprentissage, troubles du spectre de l'autisme et troubles de personnalité. Alors, c'est vers là que je me suis spécialisée. Puis, disons qu'ici, je travaille vraiment plus avec cette clientèle-là que les autres. Alors, avant, je travaillais aussi dans le monde de l'employabilité. J'ai probablement rencontré tout ce beau monde-là. Je m'en rendais moins compte parce que j'ai toujours travaillé avec une clientèle qui avait des difficultés d'insertion, des difficultés d'adaptation. Donc, c'est sûr que j'en avais là-dedans. Je travaillais avec des ex-détenus, toxicomanes et tout ça. Fait que je pense que, inévitablement, j'ai rencontré des gens aussi qui avaient d'autres troubles accompagnant leurs problématiques. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose comme présentation à dire? Bien, écoutez Marie, si vous vous sentez inspirée, est-ce qu'il y a un mot ou une image qui pourrait décrire ce que c'est pour vous d'œuvrer auprès des personnes présentant un trouble de santé mentale ou neurocognitif? Moi je pense que l'image qui me vient, c'est comme un explorateur dans un nouveau continent. J'ai toujours l'impression de travailler à expliquer, sensibiliser, traduire, vulgariser pour des gens où il y a des milieux où la méconnaissance est très présente. On pourrait peut-être aller jusqu'à la stigmatisation, mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est de travailler dans la méconnaissance,
Moi, je pense que mon travail, c'est vraiment d'amener les gens à mieux comprendre à cette clientèle-là. En tout cas, ça serait l'image qui me viendrait. C'est de traductrice. Très bien, un explorateur. Merci beaucoup, Marie. Nous sommes maintenant rendus à Émilie, à vous, donc le milieu dans lequel vous travaillez, la clientèle, la population, et puis et vous aussi, si vous vous sentez inspiré, un mot ou une image. À vous. Oui, ben merci. Donc, mon nom est Émilie Robert. Je travaille au collège Montmorency, donc au cégep à Laval. Je travaille là depuis environ 5 ans et depuis 3 ans maintenant, je travaille exclusivement avec les étudiants en situation de handicap. Faut dire aussi que j'ai développé un intérêt particulier pour les étudiants qui ont un trouble de spectre de l'autisme. Donc, je m'occupe de toutes sortes d'étudiants, autant pour leur choix vocationnel que leur cheminement au collégial. Donc, je fais des fonctions d'aide pédagogique avec ces étudiants-là. Avec une collègue orthopédagogue, là, on a monté plusieurs projets spécifiquement dédiés aux étudiants autistes. Moi, je dirais que il n'y a pas vraiment un seul mot que je peux prendre là, pour décrire ma passion pour le travail avec ces étudiants-là. Ça prend quelques mots, mais je dirais qu'à la fois, moi, je trouve leur vie, leur univers fascinant. En même temps, c'est des étudiants qui ont une vie complexe. Je dis pas que, en fait, tout être humain peut avoir une vie complexe, mais moi, je remarque que dans mon travail d'orientation, il y a une dimension de complexité et de vulnérabilité que je retrouvais moins quand je travaillais avec ce que j'appelle la clientèle régulière. Là. Donc, beaucoup de récompenses, mais beaucoup de travail aussi. Oui. Nous aurons aussi l'occasion dans le webinaire de justement parler de ces particularités que vous commencez à identifier ayant trait à cette clientèle, à cette population. Merci, Émilie. Maintenant, André, c'est à vous. C'est à moi. Donc, merci de m'avoir invité de un. Merci pour cette organisation, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir d'être présent. Donc, moi, André Parent, conseiller d'orientation en pratique privée, mais aussi qui travaille un service d'aide à l'emploi pour, c'est un CMO dans le fond, pour aider les gens à intégrer le marché du travail, santé mentale, DI, autisme, troubles, déficit d'attention, difficultés d'apprentissage. Et je suis aussi conseiller d'orientation à temps partiel dans une école qui accueille principalement des jeunes santé mentale, mais qui a aussi quand même clientèle TSA qui est quand même assez présente. Donc, depuis une dizaine d'années, bref, depuis que j'ai fini l'université 2002-2003, que je baigne avec une clientèle marginalisée par leurs différences, donc qu'on pourrait peut-être considérer comme des neuroatypiques. Donc, voilà. Principalement, c'est sûr que le gros de mon travail, c'est conseiller d'orientation, coordonnateur clinique avec qui travaille. Néanmoins, le gros de ma clientèle en pratique privée, c'est des personnes qui présentent un trouble de l'autisme ou santé mentale. Donc, j'essaie d'être bref. Pour moi, travailler cette clientèle-là, c'est un beau défi. Donc, c'est des grands défis qu'on peut relever. Néanmoins, des défis que lorsqu'on travaille avec cette dynamique-là, les différences des gens, je pense qu'on sème de l'espoir, puis on est en mesure de donner de l'espoir aussi à ces individus qui, par leurs différences, peuvent être marginalisés tant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel, puis donner de l'espoir aussi aux parents qui des fois ne voient pas comment leurs jeunes pourraient aboutir à une activité professionnelle ou un projet de vie professionnel réaliste. Donc, ce serait ma présentation, ma brève présentation. Les présentations sont faites. On peut commencer avec le premier thème. Je rappelle le premier thème qui est le rôle du conseiller de la conseillère d'orientation sous l'angle du développement de sa compétence à intervenir auprès de cette population et celui des approches et interventions à privilégier.
Donc, tel que précisé tout à l'heure, première étape pour aborder le thème, c'est une mise en contexte. En fait, 3 éléments que je souhaite vous soumettre pour la mise en contexte, autant aux présentateurs qu'aux participants, pour les alimenter dans leurs questions tout à l'heure. Je pense qu'il pourrait être essentiel quand on parle de rôle, de retourner au rôle du conseiller d'orientation. Comme vous pouvez le consulter sur le site de l'Ordre, ça va comme suit. Donc, évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l'identité, ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d'adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de sa vie, de rétablir l'autonomie socio-professionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l'être humain en interaction avec son environnement. Évidemment, 3 activités professionnelles sont aussi réservées à tous les conseillers d'orientation, en autant, tel que le stipule l'Ordre, que leurs compétences soient à jour. En bref, les trois activités sont évaluer en orientation une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. Deuxième activité, évaluer le retard mental. Enfin, 3e activité, évaluer en orientation un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention en application de la loi sur l'instruction publique. Évidemment, la CO, avant d'être en mesure d'assumer ses rôles, doit être formé. Formation de 2e cycle universitaire. J'ai retracé quelques cours ayant trait à la santé mentale, à la réadaptation. Je vous en identifie quelques-uns rapidement. Université Laval, possible de suivre le cours santé mentale au travail, intervention en milieu de réadaptation et réinsertion. L'UQAM propose réadaptation au travail, santé mentale et orientation, et ce pour le nouveau programme de 2e cycle. Voici des exemples de cours. Mais au sortir de la formation, la conseillère ou le conseiller d'orientation est-il réellement habilité ou du moins se sent-il suffisamment outillé pour intervenir de façon stratégique et adéquate auprès des personnes présentant un trouble de santé mentale ou neurocognitif? Après discussion avec les présentateurs, il devenait évident que leur compétence s'est développée par l'expérience, mais aussi via la formation continue qu'ils ont eu à faire. Alors, aussi, en consultant les commentaires des participants à ce webinaire lors de leurs inscriptions, à propos des sujets qu'ils aimeraient aborder, beaucoup de thèmes revenaient sur les stratégies d'intervention liées à l'orientation pour les populations présentant un trouble de santé mentale ou neurocognitif. Donc, il y a une préoccupation à ce niveau. Mise en contexte terminée. Maintenant, première question posée aux présentateurs. Alors, monsieur, mesdames, en quoi l'orientation chez cette population diffère-t-elle de celle ne présentant pas un trouble de santé mentale ou neurocognitif? On commence avec Marie. Marie, c'est à vous. OK. Qu'est-ce qui diffère? Je pense que ce qui est important, c'est de regarder cette clientèle-là, ce qu'elle a, ce qu'elle vit. En fait, les symptômes qu'elle peut avoir, c'est peut-être pas comme les étudiants, les personnes en situation de handicap traditionnelle, c'est que souvent les symptômes vont apparaître plus tard dans ou atypiques par l'émergence de symptômes qui arrivent un peu plus tard en 15 et 24 ans, si on pense aux gens qui ont des troubles mentaux. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus tôt, mais le diagnostic cibler, mettre clair la situation pour eux autres au niveau scolaire, entre autres, parce que c'est souvent là que ça commence à émerger pour ceux qui sont des problèmes
neuropsychologique, il faut que ça soit bien identifié, c'est pas toujours possible. Donc, ces gens-là se retrouvent un peu, des fois, mal identifiés, avec des parcours un peu chaotiques. Donc, arrivent avec peut-être, au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'efficacité personnelle, un peu perturbés, moins sûrs d'eux, moins sûrs de leur capacité, moins en adéquation avec leur environnement. Et c'est ça, vivre avec un diagnostic au moment où c'est plus clair pour eux, c'est aussi accepter ça. C'est de voir comment ça se déploie chez la personne. Et ces diagnostics-là sont souvent, se déploient différemment pour chaque personne. Donc, la démarche d'orientation est certainement importante de bien comprendre comment ce diagnostic-là, cette problématique-là se déploie chez la personne et d'être capable d'en discuter ouvertement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est particulier à l'orientation, mais pour moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est qu'il faut tout de suite que je m'intéresse à cette personne-là, comment elle le vit, son diagnostic. Puis il y a aussi toute la médication, certains qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, il y a une espèce de recherche au départ de comment ça se déploie chez toi, puis de questionner cette personne-là. Donc, l'orientation, ça commence beaucoup et aussi toute la stigmatisation, toute la méconnaissance, puis tout le goût que la personne d'être comme tout le monde. En tout cas, pour ma clientèle qui arrive ici, à l'université, qui arrive même sur le marché du travail, quand j'avais des gens qui allaient au marché du travail, c'est tout le côté de je veux être comme tout le monde, je veux avoir toutes les possibilités, et la démarche d'orientation, il y a un peu ça, ce tiraillement-là, puisqu'on travaille à leur expliquer un peu c'est quoi leur capacité, c'est quoi leurs intérêts, leur attitude, et l'adéquation avec l'environnement, puis aussi peut-être des deuils à vivre au niveau des choix professionnels. Donc, c'est un peu tout ça qu'il y a en ligne de compte. Et à travers ça, c'est de maintenir l'espoir. Ça, moi, c'est bien important. La démarche d'orientation, on est toujours un peu à la limite de voir le problème comme étant quelque chose de pesant, qui ferme des portes. Puis dans la démarche d'orientation, au contraire, il faut qu'on ouvre des portes. Donc, on est toujours dans le monde de si cette porte-là se ferme, ou quelle autre on va ouvrir. Puis ça, je pense que c'est particulièrement cette clientèle-là qu'on a à faire. Puis il y a tout le côté de la perception. Qu'est-ce que toi t'en penses, qu'est-ce que le monde en pense, comment toi tu vas traduire ça dans ton environnement. Fait que ça aussi, il y a tout ce travail-là qu'il y a à faire en orientation. Donc, c'est tous les mécanismes d'adaptation à développer chez la personne, peut-être particulièrement pour cette clientèle-là. Est-ce que je suis claire ou je suis mêlée? Moi, je suis en décalage horaire, hein, je vous le dis. J'arrive d'ailleurs, fait que j'ai l'impression d'être un peu mêlée. Ben, ajouter avec le décalage de la bande passante, c'est parfait. C'est très clair, Marie. C'est très, très clair. On m'entend mal? Est-ce qu'il y a un problème? Nous allons passer à Émilie. Donc, Émilie, de votre côté, en quoi l'orientation chez cette population diffère-t-elle de celle ne présentant pas le trouble? En fait, je ferais vraiment la suite de ce que Marie a présenté. Dans ma présentation, tantôt, je parlais de complexité du vécu de ces jeunes-là. Donc, je pense que Marie l'a très bien démontré, hein, le fardeau de l'étiquette diagnostique, l'impact sur l'estime de soi. En même temps, je suis consciente que quand je travaillais avec une clientèle dite régulière, j'en rencontrais aussi des jeunes qui ont l'estime de soi affaiblie pour toutes sortes de raisons, là. Alors, ça fait partie du tableau des jeunes en situation de handicap, mais de façon, en tout cas, c'est sûr que moi, je vais parler beaucoup. Quand je vais parler, c'est sûr que, attendez-vous à ce que je réfère beaucoup aux étudiants autistes, parce que c'est avec eux que je passe beaucoup de mon temps. Mais si j'élargis à santé mentale et troubles neurocognitifs au sens plus large, moi, dans le counseling d'orientation, moi, je remarque 3 choses. D'abord, le mode de communication. Quand on est entre personnes d'une même culture, de même référent, de même fonctionnement neurologique, on dirait qu'avec peu de mots, on se comprend vite.
Je remarque qu'avec mes étudiants, parfois, en fait, moi, ça a été la première chose que j'ai observée, que je devais adapter à ma pratique, c'était la façon que je communiquais avec ces jeunes-là. Quand on parle de troubles de dysphasie, notamment, pas seulement l'autisme, mais ou d'étudiants qui ont la difficulté avec la lecture, leur faire passer un test Jackson à 300 questions, c'est lourd, là, pour la lecture. Donc, le mode de communication qui n'est pas, qui est pas, en tout cas, celui avec lequel moi, personne qui a fait 5 ans d'université est habituée, là. Alors, mode de communication à adapter vraiment. Donc, dans l'entrevue d'accueil, j'écoute le besoin de mon étudiant, mais mon cerveau roule beaucoup à syntoniser, si je peux dire, en mode de communication. Est-ce que ça va être plus, je vais écrire sur un papier, est-ce qu'on est plus dans le visuel, dans le verbal. Ensuite, le rythme aussi. Pas juste le rythme à deux sens. Le rythme dans le 55-60 minutes de consultation. J'ai des étudiants autistes qui ont un délai de traitement de l'information très lent. Et quand je leur pose une question, je peux attendre un bon 60 secondes pour qu'ils puissent, ils regardent en l'air, puis pour qu'ils puissent trouver la façon de s'exprimer. Et rythme dans la démarche d'orientation aussi. Je rencontre des jeunes qui partent du tout début de leur réflexion d'orientation, alors qu'avec une clientèle régulière, souvent ils venaient me voir quand ils avaient déjà fait un bon bout de chemin par eux-mêmes. Et là, ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin d'une professionnelle pour faire le choix universitaire, par exemple. Donc, je répète, mode de communication très, très, très varié et différent de mes réflexes. Ensuite de ça, rythme dans la rencontre et dans la durée. Et pour clore aussi, je dirais que la créativité que ça prend pour varier les stratégies, varier les activités, varier les méthodes. On a des gens avec un profil d'habileté très différent les uns des autres et voire très unique. J'ai des jeunes que je me dis, oh, sa planète Terre, ils doivent pas être des tonnes à avoir le même mode de fonctionnement que cette personne-là. Ça ferait le tour de ce que j'ai à dire à ce plan-là. Merci beaucoup, Émilie. Aussi, c'est très clair avec le résumé à la fin. Ça nous aide à retracer les informations que vous avez mentionnées. Donc, nous sommes rendus maintenant à Monsieur André Parent. Donc, André, c'est à vous. Merci. Je répéterai pas nécessairement ce qui a été dit précédemment, mais je vais essayer d'être complémentaire. Il y a des idées qui se rejoignent beaucoup dans nos pratiques. C'est compréhensible parce qu'on travaille avec sensiblement la même clientèle. Ce que je peux rajouter, c'est que moi, je vais toujours considérer 3 réalités, puis ça, je le nomme souvent lorsque je parle de mon travail, la réalité de la personne, la réalité du milieu scolaire, puis la réalité du marché du travail. Donc, bien connaître notre client, les personnes qu'on aide, faire une bonne évaluation de base complète, que ce soit des hypo ou des hypersensibilités sensorielles, la gestion des émotions. Est-ce que la personne est capable d'identifier ses sources de stress et d'anxiété, capable d'agir dessus, parce que tout ça va influencer un petit peu, le parcours de la démarche d'orientation, mais son projet de vie aussi qu'on est en train de construire ensemble. Donc, moi, je me dis, réussir un programme scolaire, c'est une chose, mais réussir son intégration sur le marché du travail, c'est une autre chose. Donc, en tant que conseiller d'orientation, je crois qu'il est essentiel de bien connaître la réalité du marché du travail, des ressources qu'il peut y avoir pour aider cette population-là à réaliser son projet de vie professionnel qui un jour intégrer le marché du travail. Mais juste faire une parenthèse, à force de travailler avec des personnes autistiques, il y en a beaucoup qui veulent étudier seulement par intérêt. Ils ne veulent pas nécessairement travailler dans le domaine pour lequel ils étudient. Donc ça, des fois, en tant que conseiller d'orientation, on sort des zones de confort, des sentiers habituels d'intervention pratique, parce qu'il faut intervenir en fonction du besoin. Pourquoi la personne est vraiment dans notre bureau, son motif de consultation. Donc, des fois, ça peut être confrontant de sortir des sentiers battus. Et Émilie a parlé de temps, de durée. Donc, André... souvent, les démarches...
Oui, Excusez-moi, je suis encore... il y avait une question? Non, je voulais juste que... Est-ce que vous pourriez reprendre juste la dernière phrase, s'il vous plaît? C'est-à-dire dans le sens où que le conseiller d'orientation doit prendre un rythme plus lent ou je dois ralentir? Ou j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, donc je vais essayer de répéter. Là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je parlais dans le fond, là, plusieurs réalités, prendre le temps, sortir des sentiers battus, accepter cette zone d'inconfort-là, prendre le temps, que les démarches soient plus longues aussi, qu'une démarche avec un neurotypique puisse prendre 3, 4, 5, 6 rencontres, ça peut être le double, le triple, le quadruple avec certaines personnes TSA, donc il peut y avoir des pauses aussi. Moi, je me dis, c'est pas rare que je peux faire un bout de démarche d'orientation, que la personne doit vivre des expériences en attendant de reprendre une autre étape de la démarche d'orientation. Donc moi, en tant que conseiller d'orientation, je me permets ces pauses-là pour permettre à la personne de vivre ce qu'elle doit vivre afin de passer à une autre étape. Très bien. Donc, j'ai parlé de stress, j'ai parlé d'anxiété, de faire une bonne évaluation de base. Je pense que ça, c'est une clé. Faut prendre le temps de faire cette évaluation-là, qu'après 1, 2, 3 rencontres, je crois qu'elle est nécessaire. Collaborer avec les intervenants qui peuvent graviter autour des gens, que ce soit éducateurs, psychiatres, psychologues, médecins généralistes, des parents, des conjointes. Donc, c'est des partenaires qui peuvent nous aider tout au long de la démarche. Sinon, il y a d'autres éléments que je pourrais nommer, mais je pense que les questions vont suivre. André, en fait, ce que vous mentionnez ici, les partenaires, tous ceux qui peuvent aider dans la démarche, on pourra en parler dans le deuxième thème. C'est nettement lié au deuxième thème, donc ça sera intéressant d'aller plus en profondeur tout à l'heure. Très bien. En fait, en lien avec ce que vous venez de mentionner, je demanderai à Mme Raymond si elle a quelque chose à rajouter sur ce qu'elle vient d'entendre, si elle le souhaite. Oui, ben, je trouvais important de mentionner que pour moi, le rôle d'un conseiller en orientation est un rôle crucial, un rôle fondamental. Parce que, bien sûr, ces étudiants-là veulent contribuer, veulent faire des études, mais comme le disait M. Parent, ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs ou la même finalité que tous les autres étudiants. Et ça, il faut en tenir compte, parce que les conseillers, comme moi, en service adapté, ne sommes pas, même si on est interpellé pour des questions d'orientation par les étudiants, on doit référer parce que c'est pas notre spécialité, c'est pas notre travail. Et je pense que beaucoup d'étudiants ont du travail à faire en termes d'orientation parce que ils ont des fois des rêves très grands et on doit se rapprocher, comme disait Mme Ducharme, on a souvent l'impression de fermer des portes, on doit en ouvrir d'autres. Alors ce travail-là, pour moi, ça doit être fait par un conseiller d'orientation. Dans ce que les gens ont dit, ce que les trois présentateurs ont dit, beaucoup ont mentionné la complexité des problématiques qui sont complexes et je dirais de plus en plus complexes avec les années. On voit que beaucoup d'étudiants se présentent avec un diagnostic complexe, mais des fois avec 2 et 3 diagnostics différents dans la même personne. Donc un trouble autistique avec un trouble d'anxiété. Alors on doit combiner on doit travailler avec plusieurs troubles concomitants. Et aussi, ce qui a été mentionné par plusieurs personnes, c'est toute la question de l'estime de soi, de l'espoir qu'il faut continuer à faire vivre et du respect de leurs différences, comme disait Émilie, du respect de leurs différences et de leur rythme. Ils ont parfois un rythme plus lent qu'il faut respecter, puis c'est pas toujours évident dans notre vie trépidante là, de respecter ce rythme-là. Alors, ce que vous avez dit correspond beaucoup à ce que dans ma pratique j'ai pu vivre et dans ce que je trouve important de léguer ou de dire, de transmettre aux conseillers en orientation. Merci. Merci à vous, Mme Raymond.
maintenant, on parle de complexité, on parle d'adaptation, c'est assez évident. Donc, les trois présentateurs, je vous pose une nouvelle question. Oui, vous avez vos compétences auxquelles on s'attend au sortir de votre formation, mais maintenant, en lien avec cette clientèle, cette population, quelles sont les compétences essentielles à développer pour travailler adéquatement auprès des populations présentant un trouble de santé mentale ou neurocognitif? Je commence avec Marie. Marie, c'est à vous. Je pense que dans une démarche d'orientation, c'est sûr que la première chose qui est importante, c'est d'établir la relation avec notre client. Mais je dirais que particulièrement pour cette clientèle-là, la relation à établir avec ces gens-là, ça demande de grandes capacités de multimodal, dans le sens qu'avoir plusieurs moyens pour rejoindre la personne. J'aime beaucoup ce qu'Émilie et André dit, surtout pour les gens qui ont des problèmes de communication, c'est de trouver, de respecter, de comprendre, mais d'être capable d'aller chercher chez ces gens-là une relation, de connecter d'une certaine façon avec leur mode de fonctionnement, de communication, qui n'est pas nécessairement celui qu'on a appris à être un peu investigateur et poser des questions auprès de la personne, encore plus que ce qu'on peut faire en orientation traditionnelle pour vraiment comprendre le vécu de la personne. Fait que ça, je pense qu'il faut développer le côté investigateur. Je reprends en l'une, là. Investigateur, c'est très, très, très important. Et aussi des habiletés de créativité. On l'a parlé pour trouver des solutions entrepreneurs. On va en parler peut-être au prochain sujet, mais de ne pas avoir peur de communiquer avec les personnes qui œuvrent autour de la personne, que ce soit des spécialistes, des psychologues et tout ça, et d'être très actif, de prendre le téléphone, d'appeler, de s'informer, puis aussi faire des démarches d'orientation qui est peut-être plus serrées. Même sortir de notre bureau et d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe sur le monde du travail, quand ils se posent des questions sur qu'est-ce que ça peut avoir l'air tel métier, pour eux autres, souvent le concret est plus clair pour eux autres, ça les aide à comprendre durant la démarche. Les démarches d'orientation, c'est des compétences que le CO doit avoir, d'être capable de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'était plus ça que tu voulais qu'on discute, Chantal, ou c'était plus de la formation aussi? Je pense que... Ben, en fait, Marie, tu fais le lien sur la formation. On va arriver, tu pourrais le mentionner si tu as l'idée tout de suite, mais la question suivante, c'était quels sont les moyens à proposer justement pour développer ces compétences. Alors, je t'invite, si tu as le goût, à identifier des moyens là rapidement à proposer aux participants. Là. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème, on peut l'engager. Moi, j'ai trouvé beaucoup de ressources. Je ne sais pas si moi, j'ai fait mon cours ça fait un petit bout de temps. Donc, les cours que tu as nommés au niveau de la formation sont des nouveaux cours que moi, j'ai pas pu suivre. Je suis allée plutôt chercher des effectivement. Des approches plus via des formations sur mesure à l'extérieur. Puis ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Puis des organismes aussi qui travaillent auprès des personnes, par exemple au niveau des troubles mentaux, comme la ressource, l'organisme Revivre, qui est plus à Montréal. À Québec, il y a peut-être autre chose ou à l'extérieur. Mais c'est qui donne des capsules d'information avec des spécialistes au niveau de la santé, des psychologues, des médecins. Je suis allée chercher beaucoup de formations au niveau de l'Ouih Lafontaine, qui est maintenant l'Institut universitaire de santé mentale. Je me suis intéressée à aller chercher des formations au niveau de TELUC pour des cours en santé mentale. Donc, aller chercher à l'extérieur beaucoup de formations pour mieux comprendre comment ça se déploie chez la personne, la problématique de santé, auprès des personnes qui donnent des formations très terrain. Ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre cette clientèle-là. Et aussi de ne pas oublier qu'on a à évaluer beaucoup avec cette clientèle-là, je pense plus qu'avec d'autres, c'est le fonctionnement cognitif et affectif. Donc, je vais aller chercher beaucoup d'outils d'évaluation, puis de comprendre aussi comment la cognition
fonctionne chez ces gens-là, parce qu'on le dit, hein, les troubles mentaux, c'est des troubles neuropsychologiques ou neurodéveloppementaux. Je m'excuse de ne pas utiliser le mot neurocognitif, parce que pour moi, c'est un peu mêlant avec le DSM-5 qui s'en vient, puis cette terminologie-là va être utilisée peut-être à d'autres catégorisations, donc j'hésite de l'utiliser, mais toute cette catégorie-là de clientèle a un mode de fonctionnement très à lui au niveau cognitif. Puis travailler comme étudier, ben c'est la cognition qui est beaucoup demandée. Donc comment ça se déploie la concentration chez ces gens-là, comment les stratégies d'adaptation, tout ça, c'est bien important de l'apprendre. Merci Marie. Avant de passer à Émilie, j'aimerais peut-être clarifier un élément. Tu mentionnais tout à l'heure le multimodal. Je comprenais par ça d'utiliser plusieurs modalités, façons, moyens de rentrer en contact. Est-ce que si tu as un exemple peut-être plus concret à fournir aux participants? Ben, comme je dis, premièrement, d'amener les gens beaucoup à aller vérifier sur le terrain. Pas prendre pour acquis des fois leur oui, je le sais, oui, je comprends, oui, je sais ce que c'est. Moi, je vais aller vraiment vérifier auprès de cette personne-là. Oui, quand tu me dis tu connais bien ce métier-là, en quoi tu connais, et si je vois que c'est rudimentaire, ben de dire on va arrêter ça là, puis là, on va faire une recherche. Tu vas aller voir une personne qui travaille dans ce genre de ce métier-là. Aller plus loin que la réponse qu'ils donnent. Parce que ces gens-là se protègent beaucoup. Moi, je travaille plus au niveau même des troubles mentaux. Ils ont tendance vraiment à essayer de montrer qu'ils comprennent bien la situation. Puis ils sont rapides à essayer de dire qu'ils sont convaincus que ce qu'ils veulent faire, c'est la bonne chose, puis qu'ils attendent juste qu'on passe à l'action, puis je peux-tu m'inscrire ou je peux-tu aller dans le monde du travail. Ils sont précipités, ils ont hâte de réaliser. Il faut des fois les freiner un peu, puis de les amener à convaincre de bien vérifier ce qu'ils connaissent de tel métier. Ils arrivent souvent avec une perception à eux. Et fait que là, il faut vraiment trouver des façons de les convaincre à aller vérifier plus concrètement. Que ce soit au niveau des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, étonnamment pour une personne du spectre de l'autisme. Là, je rejoins un peu André et Émilie. Je lui ai montré une vidéo. J'ai dit, ben regarde, on va arrêter d'en parler, puis là, on va regarder une vidéo ensemble pour voir un peu qu'est-ce que ça a l'air, ce métier-là, qu'est-ce que ça demande. Parce qu'à un moment donné, on était juste dans les mots, dans l'abstrait, puis ça amenait à rien. Je suis revenue un peu plus concrètement pour le questionner. Pour toute clientèle, c'est là-dessus que j'utilise beaucoup. J'utilise des écrits aussi avec repères, ressortir beaucoup plus des documents, leur demander leur opinion, lire les tâches, dire que toujours leur demander vraiment de faire un devoir, de réfléchir et de revenir aussi. Pas juste faire la démarche dans le 1 à 1. Entre les rencontres, il y a des choses à faire. Aussi, je donne beaucoup de devoirs, de lecture à faire, peut-être moins pour le spectre de l'autisme, là, mais pour les troubles de déficit de l'attention ou les personnes avec des troubles mentaux. Je vais vraiment chercher, je leur demande de faire des recherches à l'extérieur pour me revenir, pour qu'ils aient le temps de réfléchir, puis de me revenir ça en entrevue. Ça, c'est des choses que j'utilise là. Là, ça ne vient pas de... Très bien. Très bien, Marie. Oui. Puis de toute façon, on pourra poursuivre tout à l'heure. La dernière question de ce thème-là porte notamment sur des outils que vous privilégiez, que vous appréciez. Vous voyez qu'il y a des effets positifs aussi. On pourra y revenir. Merci, Marie. Maintenant, on passe à Émilie. Donc, pour vous, vous voyez un peu, on a combiné les deux questions. Donc, quelles compétences à développer particulièrement, ce que vous notez? Et puis, en même temps, quels moyens est-ce que vous pourriez proposer là, aux participants pour le développement des compétences que vous identifiez? C'est à vous, Émilie. Ben oui, tout d'abord, moi je suis d'accord que les cours que vous avez nommés de l'Université Laval, c'est sûrement pas le même contenu, là, mais je me souviens avoir suivi, en tout cas, santé mentale au travail notamment, et j'espère fortement que le contenu a évolué parce que c'est pas du tout ce dont on parle en ce moment, là.
Donc, la formation initiale forme très bien les CO comme avec les bons outils de base, mais oui, il y a beaucoup à aller chercher. Et moi, je pense que l'ingrédient essentiel, la compétence de base, Marie l'a nommé. Malheureusement, ça ne s'apprend pas. Je crois que d'abord, il faut avoir des traits de personnalité, il faut être un CO qui a envie de s'embarquer dans cette aventure-là. Parce qu'elle le nomme très bien aussi, on va sortir de notre bureau. Moi, je me suis rendu compte que pour être efficace avec mes étudiants, j'ai rencontré, oui, des intervenants de la santé, de l'externe, rencontré les parents, je me suis déplacée avec mon étudiant, j'ai monté des activités. On est dans un autre type de registre que le counseling, si je pourrais dire, individuel. Et ça, on est à l'aise là-dedans ou on l'est pas comme CO. Oui, il y a quelque chose de très personnel. Donc, d'emblée, je pense qu'avant de se lancer avant de se mettre de la pression, si je peux dire, pour développer quelque chose pour les clientèles en situation de handicap, il faut se dire, est-ce que moi, je suis le genre de personne pour embarquer là-dedans? Et ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'il faut un minimum de curiosité intellectuelle, d'aller lire le DSM ou en tout cas d'aller lire sur les diagnostics parce que forcément, le mot nous est un raccourci pour exprimer quand même beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre ce que c'est. Moi, j'ai lu beaucoup à noter que la grève étudiante de 2012 a été très aidante pour que j'aille lire des bouquins sur les troubles neurologiques. J'ai lu des trucs d'Antonio Damasio, qui est un neurochirurgien qui n'ont pas de lien direct avec l'orientation, mais moi, je voulais comprendre le lobe frontal, le ventromédian, j'oublie les noms, mais donc, bref, oui, c'est sûr qu'il faut faire un peu de bénévolat. Moi, dans ma sacoche, dans le métro, les bouquins que j'ai, c'est des bouquins sur l'autisme. Donc, il faut aller chercher par nous-mêmes par de la lecture. Il faut faire un peu plus que ce que notre employeur demande. Et bien sûr, Marie aussi l'a dit très bien, je pense qu'il faut aller chercher des formations là, ponctuelles en formation continue. Je pense que c'est essentiel aussi là, de surveiller les offres de formation. Là. Fait que, bref, beaucoup de curiosité intellectuelle, être prêt à embarquer dans l'aventure, être prêt à en faire un petit peu plus dans les premiers temps aussi. Là. C'est ce que ça prend. Mais sinon, tout CO qui sort de l'université a le fondement de base. Mais là, je dirais que c'est la petite couleur personnelle là, qui s'ajoute à ça. Là. Je sais pas si Oui. ça couvre Oui. Oui, tout à fait. Puis en même temps, j'ai comme l'impression, moi j'appellerais ça le développement d'une spécialité, hein, de l'orientation, le développement d'une expertise particulière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, ça file du bonnet, donc on est d'accord avec moi. Donc maintenant, on serait rendu, André, de votre côté. Tout à fait. Oui, j'ai beaucoup aimé ce que Marie et Émilie ont dit, c'est en plein ça. Donc on est dedans, il y a une vocation, il faut qu'on le sente de l'intérieur, il y a cette ouverture d'esprit-là qu'on doit avoir, de faire face à des différences, mais des fois des différences encore plus différentes qu'on peut voir avec d'autres clientèles. Une chose, moi, qui me vient souvent à l'esprit, c'est l'humilité. Je pense qu'il faut être humble pour travailler avec cette clientèle-là. Avoir cette humilité de se remettre en question et d'accepter qu'on va se planter, puis qu'on peut se tromper, qu'il faut recommencer. Moi, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris à force d'être avec cette clientèle-là. Oui, d'aller chercher des formations, c'est essentiel. Une formation, ça donne des bases, mais lorsqu'on est dans le bureau avec nos clients, qu'on met en application les principes théoriques qu'on a pu apprendre dans des formations continues, puis de les adapter au fur et à mesure en fonction de la dynamique de chacun de nos clients qu'on rencontre. Donc, avoir cette souplesse-là, avoir cette humilité-là. Donc, souvent, je vais considérer que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est mettre l'ego de côté. À ce moment-là, on devient vraiment humble. Ralentir, on a parlé tantôt de ralentir, donc attention au verbomoteur, ça peut déstabiliser et
entraver au bon déroulement d'une démarche. Là, si on donne trop d'informations à la fois, si on parle trop rapidement, si on exige trop rapidement des réponses, donc on parlait de ralentir puis respecter le rythme tout à l'heure, c'est une compétence ou c'est une qualité du moins qu'on doit avoir ou du moins travailler si c'est plus difficile chez certains. Je pense qu'il faut être précis, être organisé. Donc, quand je parle de précision, des fois, c'est décortiquer des étapes, présenter le rationnel, le pourquoi du comment on fait quelque chose, pourquoi qu'on pose telle question, c'est quoi le but, l'objectif d'aller chercher telle information pour permettre un meilleur cheminement dans le processus. Et aussi, je pense qu'il faut pas lâcher, il faut persévérer, surtout quand on est peut-être plus maladroit à travailler, quand on commence à travailler cette clientèle-là, il faut persévérer. Même si on peut être dans des impasses après quelques temps, quelques démarches, la collaboration, la discussion clinique avec des confrères, des consoeurs peut devenir importante aussi pour échanger. On parlait de créativité, on parlait de côté investigateur, faut se poser des questions, faut aller au-delà de ce qui est apparent, souvent avec cette population-là. Donc, j'aime bien utiliser le mot suspicieux, mais dans le bon terme. Donc, si c'est trop oui, je comprends, si la personne considère qu'il n'y a aucun problème, qu'elle a l'impression qu'elle a tout compris, avec certains, quand on connaît bien notre client, ça peut être louche. S'il comprend trop rapidement, des fois, il faut peut-être sous-questionner. Donc, parce que ça peut cacher des choses qui, lorsque je pense que c'est Marie qui l'a dit, c'est peuvent bien paraître ou veulent avoir un souci de bien faire. Donc, souvent, sont marginalisés, ils ont eu beaucoup de difficultés par le passé. Donc, moi, je leur offre. On peut leur offrir, je le dis souvent, 1 heure par semaine, c'est pas beaucoup pour se questionner sur un projet de vie. S'identifier un parcours, un projet de vie réaliste et réalisable surtout. Donc, si on peut leur offrir ça, ben aussi bien d'avoir leur juste, puis de toujours avoir le souci d'être présent à 100% au même niveau que notre client. Donc, pour ne pas répéter ce qui a été dit, les formations continues sont nécessaires. À Québec, oui, il y a l'Institut universitaire en santé mentale, alias Robert Giffard, qui offre d'excellentes formations au niveau de la santé mentale. Concept Consulted au niveau des TSA avec Brigitte Harrison, qui peut donner d'excellentes formations sur toute la dynamique des TSA. Donc, les formations continues permettent, je pense, de donner des bonnes bases pour comprendre le fonctionnement psychologique de la clientèle qu'on aide. Puis ensuite de ça, c'est à nous de s'adapter en fonction de qui on est, mais de la personne aussi qui est en face de nous pour favoriser des bonnes démarches qui vont dans le bon sens. Donc, y a-t-il d'autres éléments que j'avais notés? Très bien. Sinon, tout a été dit, tout a été nommé là, par Merci beaucoup, André. Marie Maintenant, Odette, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque quelque chose à ce qui a été entendu jusqu'à Il y a maintenant? beaucoup de choses qui me rejoignent dans ce que vous dites. Ce dont André vient de parler, quand il parle d'humilité, oui, c'est vrai que ça prend d'humilité. Ça prend d'humilité pour accepter qu'on peut se tromper, mais aussi pour réaliser qu'on ne connaît pas tout. Il y a une douzaine d'années, j'avais fait un répertoire de ce qu'on peut trouver comme troubles, toutes problématiques confondues, là. Et j'en avais trouvé une 60aine via les plans de service qu'on fait pour les étudiants en situation de handicap. Aujourd'hui, il y en a peut-être le double, là. Ça fait quand même une douzaine d'années. Donc, on sait pas tout, puis on a beaucoup à apprendre. Marie, Émilie et André l'ont dit, la formation continue est importante pour les CO, mais aussi pour tous les professionnels qui travaillent auprès de ces étudiants-là. La créativité, l'ouverture à la différence font une grande différence entre quelqu'un qui est bien dans son travail puis qui peut vraiment évoluer et continuer à apprendre constamment. Et puis je pense que ça, c'est des éléments clés essentiels
à être heureux dans le travail, puis à être passionné comme vous Merci, trois, vous semblez Odette. l'être. Donc, ce qu'on Je pense que remarque, c'est important évidemment, c'est qu'il n'est de pas poursuivre question dans ce que sens-là. d'outils ou de stratégies, hein, Merci. c'est ce que j'entends bien, mais aussi d'attitude, de comportement, puis de motivation et les valeurs fondamentales, finalement, du conseiller, de la conseillère d'orientation qui travaille auprès de ces populations. Avant de passer aux questions des participants, parce qu'on serait rendu là pour ce thème, rapidement, les trois présentateurs, si vous aviez à privilégier un outil, une approche que vous souhaitez soumettre aux participants. Alors, voilà, Marie, à vous. Ben, plus précisément pour les gens qui ont des troubles mentaux et TDAH et troubles d'apprentissage, parce que le spectre de l'autisme, là, je vais laisser les deux collègues qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, c'est bien important pour moi de les situer au niveau de, on appelle les échelles de l'Oronic, là, sur la motivation, c'est les capacités et le timing de la démarche d'orientation. Pour moi, c'est toujours trois échelles que je demande de se positionner, parce que c'est souvent à une de ces trois échelles-là qu'il y a un problème. Et parce que la motivation est toujours là, c'est des gens très très motivés qui ils veulent s'en sortir, ils ont passé à travers toutes sortes d'obstacles et ils veulent. Donc si je me dis juste es-tu motivé, tu veux-tu vraiment, j'arrive jamais à vraiment trouver c'est quoi ce sur quoi on a à travailler. Et aussi il y a toujours j'ai utilisé des grilles pour des balances décisionnelles, dans le sens d'avoir il y a toujours des décisions et des compromis pour eux autres, et pas toujours avoir une grille qui permet d'aller dans toutes les hypothèses. Tu sais, j'ai toujours l'hypothèse, est-ce que c'est quoi les avantages que d'aller vers ta décision? C'est quoi les désavantages d'aller vers ta décision? Quels sont les avantages de ne pas aller vers cette décision-là? Quels sont les désavantages de ne pas aller? Et ne pas prendre pour acquis que je sais qui va être marqué, ben oui, c'est sûr, c'est avantageux, on a pris une bonne décision. Je peux être surpris, puis ça, j'aime beaucoup ce qu'André a dit. On peut faire une belle démarche, à un moment donné, avoir l'impression d'avoir poindre une solution, et après avoir fait le tour, s'apercevoir qu'on est dans le champ et qu'on reprend le tout, parce que des éléments nouveaux qui ont apparu, parce qu'une question est allée chercher un élément qu'ils nous ont pas dit, qu'on n'a pas pu avoir comme information. Alors ça, c'est des grilles qui me restent toujours en tête, que je fais toujours, moi j'appelle ça, je m'auto-vérifie, je fais le contrôle de la qualité de ma démarche toujours, en revalidant, on est rendu à cette option-là, est-ce que c'est la bonne? Ben là, je reprends je la fais passer par une grille de vérification, voir si c'est écologique avec tout ce qu'on a à prendre en considération. Donc ça, c'est des doubles vérifications. Ça, c'est un modèle que je trouve très intéressant à faire. Et j'ai toujours aussi en tête, je suis allée faire une formation à l'Institut Victoria pour les troubles de personnalité. C'est sûr que toutes les clientèles n'ont pas des troubles de personnalité, mais je trouve beaucoup cette approche-là intéressante. C'est de comprendre un petit peu comment cette personne-là voit sa démarche d'orientation. Si elle se voit comme l'image qu'elle a de dire c'est possible de passer à travers tout. Si c'est ça, c'est toujours son fil conducteur, sa perception, le sens qu'elle donne à sa vie. C'est important que je le prenne en considération, parce que c'est toujours ça qui va m'enfarger. Au moment où je vais lui demander de faire des compromis ou des choses comme ça, où ça correspondra pas vraiment une adéquation avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut, il faut toujours que j'aille en tête, elle, c'est quoi sa croyance profonde. C'est peut-être ça que je le dis, c'est plus la croyance profonde de son idéal du travail. Alors, il faut toujours travailler avec ça. Des approches, c'est sûr qu'il y a des bénéfices à faire des choix. J'essaie toujours de vérifier c'est quoi les bénéfices, et des fois les bénéfices que moi je crois ne seront pas les mêmes pour elle, puis ça va peut-être m'amener à travailler sur un autre aspect avant d'aller au choix. C'est tous des outils qui me guident. Il y a des questionnaires, c'est sûr, il y a les tests qu'on utilise, mais moi j'en utilise le moins possible, parce que pourquoi je fais ça? Non, j'en utilise quelques-uns qui me permettent plus de donner
Non, c'est vrai, on utilise. Plus pour se donner un vocabulaire commun, puis de recentrer, parce qu'il y a des fois, il y a les perceptions, puis ils ont aussi des grandes connaissances de leur maladie, parce qu'ils ont été voir un psychologue, un psychiatre. Alors, ils arrivent avec des grands, ils connaissent leurs problématiques. Fait que des autres outils au niveau de l'orientation qui permettent de nous donner un jargon commun. Ça, je trouve ça intéressant d'utiliser. Donc, un outil au niveau des intérêts, au niveau de la personnalité. Et ça, c'est sûr, le fonctionnement cognitif, pour moi, c'est fondamental. Ces personnes-là ont souvent, à cause de la maladie, des fonctions cognitives différentes des nôtres, ou des problèmes, que ce soit le traitement de l'information qui est plus lent, la mémoire de travail qui est plus ralentie. Donc, il faut que je le sache. Si j'ai pas des documents pour ça, il faut que je l'évalue. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Oui, de toute façon, tout à l'heure, quand on va donner parole aux participants, s'ils veulent en savoir davantage, ils pourront te poser des questions à ce sujet. Donc maintenant, nous sommes rendus... C'est ça, je pourrais nommer des outils plus précisément, comme le Waze, la barre, des choses comme ça, mais je pourrais peut-être le répondre plus tard. Oui, tout à fait. OK. Merci Marie. Donc maintenant, nous sommes rendus à Émilie de votre côté pour ajouter à ce que Marie vient de nous fournir comme réponse. Ben oui, moi j'espère que je ne laisserai pas trop les participants sur leur faim. Je peux pas vous nommer un outil. Faut dire que j'ai bâti la plupart de mes outils moi-même. Je dirais que la plupart des lectures que j'ai faites étaient écrites par des psychologues de pensée, si je pourrais dire, cognitivo-behaviorale. Donc, c'est sûr que moi, dans mon intervention, j'ai beaucoup mis de côté là une philosophie humaniste existentielle avec ma clientèle. Je suis beaucoup plus encadrante, explicite. On fait des activités très concrètes ensemble, dont je nomme les objectifs dès le départ à atteindre. Donc, moi, je n'utilise à peu près pas de tests psychométriques. Je me méfie de la standardisation là qu'on peut, de l'interprétation qu'on peut faire quand on compare notre jeune avec d'autres jeunes de son groupe d'âge. Donc, je dirais que j'évite le plus possible les tests psychométriques standardisés. J'ai des collègues psychologues qui m'ont donné des coups de pouce là, pour avoir des résultats de tests Waze quand je comprenais vraiment pas les habiletés cognitives de mon étudiant. Là. Mais donc, c'est très rare. Alors, je dirais même que certains outils que j'ai fabriqués, j'en parle sur mon blog. Pour ceux qui connaissent mon blog, acochandicap.blogspot.com. Donc, voilà. Cependant, c'est sûr qu'il y a des outils que j'invente comme au fur et à mesure avec mon étudiant. Là-dessus, j'apprécie beaucoup le commentaire d'humilité d'André parce que c'est ça, on s'essaye, on teste, ça marche pas. En même temps, c'est sûr que moi, dans mes routines de rencontres avec les étudiants, la plupart du temps, je leur fais écrire ou dire verbalement, là, mais je leur fais écrire à la fin qu'est-ce que tu retiens de la rencontre d'aujourd'hui. Pour être sûr que, effectivement, ce que moi je comprends qu'il comprend, c'est la même chose. Alors, ça, c'est peut-être une méthode d'intervention que j'ai mise en place de toujours valider qu'est-ce que mon jeune retient de la rencontre parce qu'il y a des bonnes chances que moi je pense qu'il pense telle chose et que c'est pas le cas. Donc difficile de dire un outil qui existe déjà qu'on peut utiliser comme ça. Faudra que chacun des CO se questionne, réfléchisse, à la limite teste et expérimente là quel outil fonctionne bien avec quel étudiant. Là. Voilà. Donc, l'importance de l'expérience aussi, hein, que vous mentionnez ici, là. Hein. Il n'y a pas d'outil miracle, c'est ce que j'entends, mais il y a l'expérience qui va vous aider à choisir qu'est-ce qui sera pertinent. Est-ce qu'on est prêt à passer à André? Émilie, avez-vous terminé sur ce thème? Terminé. Oui, très bien. Donc, André, maintenant, c'est à vous. Donc, moi, je suis sorti de l'université, je connaissais rien de la vie, je connaissais rien du marché du travail. Mon sujet de maîtrise portait
portait sur l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail avec la théorie de Bandura. Donc, quand Marie a nommé efficacité personnelle, donc moi j'ai été influencé par ça. Donc, ça me reste implicitement, quand je suis sorti de l'université, très théorique, c'était mon phare, je m'accrochais à ça, mais au fur et à mesure, je l'ai intégré d'une manière très implicite, dans le sens où que, parce qu'on parle d'approche là dans la question, évaluer les capacités physiques, psychologiques, on parle des ressources, donc c'est l'évaluation de la personne, la qualité de l'information qu'elle maîtrise ou non, les modèles, le support environnemental, l'apprentissage par les autres, le mentorat à la limite. Donc moi, c'est tous des éléments qui vont faire partie de mon évaluation, de mon travail tout au cours de mes démarches, de mes processus avec les personnes que j'aide. Donc, je vais tout le temps vérifier, bon, y a-t-il une personne, y a-t-il des collaborateurs qui peuvent nous aider sur tel aspect? Est-ce qu'elle a, la personne que j'aide, est-ce qu'elle a la bonne information? Est-ce qu'on comprend le pourquoi du comment? Est-ce qu'elle a les ressources physiques, psychologiques, émotives pour aller de l'avant? Donc, sinon, de ralentir, prendre le temps de regarder différents facteurs, être en mesure de mettre tout ça dans un tout en lien les uns avec les autres pour justement permettre à la personne de développer une perception d'efficacité personnelle, à réaliser des choses. Donc, on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi, on parle d'autonomie. Donc, c'est vraiment, si on parle d'approche, c'est beaucoup plus ça, qui est vraiment intégré là, instinctivement dans la façon dont je vais travailler. Par rapport aux outils, c'est certain qu'ayant suivi quand même pas mal de formations avec Mme Harrison, je suis pas mal influencé par ces marguerites, ces fourchettes, ces DIA, début, intervalle, arrivée, pour déterminer on part de où, on s'en va où, puis c'est quoi qu'il y a entre les deux, puis c'est quoi les différentes étapes qu'il y a à franchir pour arriver à notre objectif. Donc, puis comprendre chacune de ces étapes-là pour y arriver. Les marguerites, pour définir un concept, des fourchettes pour définir des choix. Donc, c'est quoi les choix? Puis moi, j'ai besoin de gribouiller moi-même, pour moi-même. C'est des outils que j'utilise pour moi-même me comprendre, puis démêler ma façon de penser. Donc, souvent, je vais les utiliser, papier, crayon, avec des schémas, des images, puis des séquences que je vais utiliser. Puis souvent, mes clients vont me demander des copies de ces outils-là puis ça va leur rester. Puis même, on parle souvent des outils TSA peuvent très très bien marcher avec la clientèle santé mentale, peu importe. Particulièrement les gens qui font beaucoup d'anxiété, là, donc savoir où ce qui s'en va, être sécurisé, avoir un plan de match, avoir des outils qui peuvent leur permettre de diminuer le stress et l'anxiété est quelque chose de souvent essentiel au processus, là. Donc, mais sinon, il y a les outils, c'est comme Émilie, c'est la création, c'est en fonction de notre bagage de vie professionnelle, en fonction de nos clients, en fonction des formations qu'on a eues, on va s'ébricoler nous-mêmes nos outils. Donc, mais à la base, ce que je vais faire, c'est souvent des grands questionnements, des grandes thématiques que je vais évaluer. Toute l'évaluation sensorielle, les médicaments, collaboration au niveau d'autonomie, donc plus des questionnements semi-structurés sans que ce soit des choix très très précis, mais sinon il y a des outils à l'interne travail qu'on a pu développer sur les connaissances de soi, valeurs, priorités, motivation à vouloir intégrer le marché du travail un jour. Donc ça devient du cas par cas selon chacune des organisations, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas vraiment d'outils très très précis que j'utilise, là. Sinon ceux-là. Puis au niveau psychométrique, oui, un test de personnalité peut être intéressant. Néanmoins, je pense que le jugement clinique du CO est extrêmement important pour être en mesure de relativiser les résultats. Ça peut être un outil de questionnement, d'investigation, mais je pense qu'il faut être particulièrement prudent lorsqu'on fait passer des tests psychométriques à une clientèle, soit santé mentale ou neurocognitif, le TSA. Là. Donc, le jugement clinique devient très important. Là. Donc, bien connaître son outil pour le remettre en question.
C'est ce que j'aurais à dire parce que je vois que le temps file, puis il reste un autre thème, puis je pense que les gens peuvent avoir des questions, donc je vais m'arrêter là. Oui. Alors justement, Oui. Chantal, nous avons, juste après avoir peut-être introduit la première personne, Est-ce que vous m'entendez? je pense Dodier. Oui, on vous entend très bien, Madame Dodier. Alors, je suis coordonnatrice des services orientation et information scolaire à l'Université de Montréal. Marie, vous parlez de 3 échelles, dont l'échelle de Rolney. Quelles sont les autres échelles? OK, je ne sais pas si j'ai bien entendu. Vous me questionnez sur les échelles de Rolnick, c'est ça? Oui, il y en a. En fait, là, vous avez dit qu'il y en a 3 échelles, dont celle de Rolnick. Là, je me demandais peut-être en parler un peu plus de l'échelle de Rolnick aussi. Vous dire OK, peut-être que j'ai été un peu rapide. C'est que les échelles de Rolnick, en fait, c'est de demander à la personne de se positionner sur 3 échelles. On appelle les échelles de Rolnick, il y en a 3. Donc, et la personne elle a à se positionner entre 1 et 10. C'est toujours, je voudrais que tu te positionnes entre 1 et 10. Donc, en premier, c'est sur la motivation. Ta motivation face à ton objectif. Là, il faut avoir éclairci ou ciblé avec la personne son objectif de façon réaliste et concrète, là, comme on apprend à faire un objectif qu'on peut formuler. Ensuite, la deuxième, c'est est-ce que tu te sens capable, à quel niveau tu te sens capable de 1 à 10? Puis aussi, est-ce que c'est le bon timing? À quel niveau c'est le bon timing pour passer, pour aller vers cet objectif-là, de 1 à 10? Ce que je me suis rendu compte, pourquoi je pose ces questions-là, c'est que je me suis rendu compte souvent qu'on demandait à la personne, t'es-tu bien motivé? Puis on parle de la motivation. Puis les gens sont toujours motivés. Ils viennent nous voir, ils veulent. Ce qui arrivait souvent, là, je pouvais plus détecter quand les gens se sentaient moins capables, avaient moins de ressources. Là, je pouvais plus développer à ce niveau-là. Et le timing, je me suis rendu compte, au niveau de la santé mentale, surtout, je me suis fait quelquefois jouer un mauvais tour. C'est que ces gens-là étaient des fois en situation de traitement intensif avec soit le psychiatre, le psychologue, avaient des suivis intensifs avec un travailleur social ou même un intervenant, et que c'était peut-être, il y avait d'autres enjeux, d'autres choses à régler avant de concrétiser son projet professionnel. Alors souvent, c'est là que je pouvais plus savoir, écoute, oui, je suis motivée à 9 à 10, oui, je me sens capable à 6 à 7, mais au niveau du timing, c'est 1 ou 2. Puis là, je me disais, 1, 2, pourquoi? 2, pourquoi? Puis maintenant, il me disait, je suis en déménagement, je viens de changer de médicament, je revois mon psychiatre la semaine prochaine, il veut m'introduire un autre médicament, ou même il veut me faire évaluer auprès d'un autre spécialiste. Et là, je me rendais compte qu'on avait fait un beau plan, mais il y avait le timing qui était peut-être pas là. Et par contre, la personne avait des raisons pourquoi elle était venue, mais c'est important que je le vois, moi, en perspective, avec tout ce qu'elle a à vivre autour, que ce soit même un déménagement, un problème avec ses parents, un désaccord avec son conjoint qui trouve que sa maladie prend trop de place puis qu'il est pas là pour l'appuyer. C'est tous des enjeux qui ressortent avec ces 3 échelles-là, que moi, en tout cas, ça me donne beaucoup d'informations. Mais c'est entre autres plein d'outils, là, mais c'est celui-là. Est-ce que je réponds à la question? OK. Oui, nous avons M. Yvon Blé qui a levé le sa main. Donc, Hélène, est-ce que nous avons une autre question? Alors, maintenant, est-ce qu'on m'entend? Bienvenue, M. Blé. Parfait. Alors, bonjour, je me présente. Merci beaucoup. Je me présente, je suis orthophoniste en privé dans la région de l'Outaouais depuis 25 ans. Et bon, j'ai travaillé aussi 10-12 ans dans les réseaux publics, autant de la santé que de l'éducation. Je suis aussi l'autre
partie de la présentation. Je suis participant à la réunion à la demande de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, je me représente moi-même, je représente tout l'ordre au complet. La prémisse de départ sur la base de laquelle je vais faire mon intervention, c'est que dans les présentations, j'entends que vous ne connaissez pas en général mon expertise et la contribution que je pourrais amener dans les situations. C'est pas surprenant, il y a des éléments contextuels qui font ça, on n'est pas énormément déployé dans les situations des études supérieures et tout ça, et je le comprends. Et si je me trompe, tant mieux. Ceci étant dit, j'ai été interpellé par plusieurs de vos interventions, Madame Émilie en particulier, quand vous parliez de tous les styles de communication qui étaient nécessaires de développer avec les élèves avec qui vous devez travailler et à la multimodalité pour entrer en contact et en intervention auprès des étudiants avec qui vous transigez. Parler de créativité, moi j'entendais beaucoup de temps d'essai-erreur pour arriver à créer une communication puis à établir un lien. Si l'orthophoniste était dans vos équipes de travail, on pourrait contribuer énormément à rapetisser ce temps d'essai-erreur-là en vous informant sur les styles cognitifs, linguistivo-cognitifs, langagiers, les lacunes dans les styles de traitement d'information, aussi toute la dimension de la compréhension de lecture versus la compréhension orale, toutes les dimensions qui touchent au raisonnement et à la logique qui sont soutenues par la médiation langagière. Alors, ce sont tous des domaines d'expertise où on pourrait vous alimenter énormément et faire partie des équipes qui prennent en charge ces étudiants-là. Alors, c'était beaucoup plus c'était une plug. Je m'entends puis je le vois comme ça, mais je trouve que on aurait dans le cas de plusieurs de vos étudiants probablement énormément d'avantages à travailler ensemble et ça nous alimenterait mutuellement à arriver aux objectifs d'orientation puis d'aide réelle en prenant en compte toutes les sortes de situations de handicap de chacun des élèves. Alors, c'était mon commentaire général que je voulais faire. Poursuivre, moi, souvent... Oui, c'est ça. Donc, si je peux poursuivre, quand j'ai des collègues de conseillers d'orientation dans d'autres cégeps qui me questionnent sur ma pratique, je le mentionne souvent que moi, je suis une CO qui est très privilégiée de travailler avec 2 psychologues, 3 orthopédagogues, une orthophoniste, on n'a pas embauché une à mon collège, mais on fait affaire avec une orthophoniste à la Fige. Vous connaissez Beaumont. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est vous le nommez très bien, pour réduire le temps d'essai et erreur, quand on peut travailler en équipe multidisciplinaire, ça sauve un temps fou. Alors, je vous dirais, si vous et vos collègues orthophonistes, audiologistes et votre ordre, vous veuillez faire de la pression sur les gestionnaires des collèges et des universités, parce que ça, c'est quelque chose, un morceau que le conseiller là, ne contrôle pas. Mais donc, moi, je travaille en multidisciplinarité avec d'autres professionnels et ça m'aide très grandement. Parce qu'effectivement, on est tellement à l'écoute de nos étudiants qu'on finit par, comme j'appelle ça, syntoniser. Mais c'est sûr que d'avoir un point de vue plus articulé, un point de vue professionnel, ce serait souhaitable. Alors, c'est un beau souhait. Merci, Monsieur Blais. Émilie? Voilà, j'ai terminé. Ouais, c'est un beau souhait, c'est un vœu pieux. Puis en tout cas, moi je vais assurer tout le monde autour du panel que nous, c'est sûr que on vote présent, là, on lève la main puis on est là. On a, il y a beaucoup trop de, on est souvent cantonné dans les tout petits qui ne parlent pas ou bien les adultes cérébro-lésés. L'expertise est beaucoup plus large que ça. Puis vous l'avez vécu, Émilie, avec probablement Suzy puis il y en a de plus en plus d'orthophonistes qui moi-même je fais de la formation pour la prise en charge des étudiants
qui atteignent les études supérieures. Et puis, il y aura de plus en plus de jeunes qu'on aura suivis tout le temps de leur parcours au secteur des jeunes qui vous arrivent aux études supérieures. Donc, des dossiers documentés qui ne se passent pas de la commission scolaire au cégep, malheureusement. Mais la réalité, c'est qu'on est de plus en plus dans le décor avec les âges les plus en plus avancés. Et il y en aura de plus en plus des orthophonistes aussi. Moi, je me présente, Jacinthe Saint-Leroux, conseillère d'orientation et maman d'un jeune autiste. Moi, j'ai été interpellée beaucoup par Émilie et André, naturellement, avec ma position. Je suis à la recherche souvent de livres. Souvent, les livres vont nous dire comment guérir l'autisme, toutes sortes d'éléments qui sont plus ou moins adaptés pour nous aider à mieux les comprendre. Il serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a une liste de livres qui serait intéressant à avoir pour mieux les comprendre et mieux les aider, nous aider en tout cas comme intervenants à travailler avec eux. Je sais que Bridget Harrison en fait, des fois sont un petit peu complexes à comprendre, mais d'autres livres, est-ce que c'est possible d'avoir une liste comme ça? Oui, tout à fait. Écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est rapidement, dans le clavardage, je peux nommer là, des livres que moi j'ai trouvés essentiels pour comprendre. Oui, Émilie souhaite répondre. Allez-y, Émilie. Préadolescence, adolescence, début de vie adulte. Ça ne sera pas des références complètes, cependant, j'imagine qu'on pourra faire suivre l'information par l'entremise d'Hélène. Donc, il y en a quelques-uns, mais si je peux les nommer à voix haute, et tu me diras, André, si tu as déjà parcouru ces ouvrages-là, c'est sûr que moi, ma Bible, si je peux dire, pour comprendre de façon plus clinique l'autisme, ça a été un ouvrage de Tony Atwood, un Britannique qui travaille en Australie, qui s'appelle Syndrome d'Asperger, le guide complet. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'a permis de voir objectivement tous les morceaux de l'autisme. Et ensuite de ça, moi, il y a un ouvrage très inspirant qui n'est pas encore traduit en français par l'auteure américaine qui est autiste. Il y a un film qui a été fait sur elle. Là, juste pour faire exprès, le nom m'échappe, mais Temple Grandin, qui a écrit tout récemment Oui, c'est ça, Temple Grandin. Elle a écrit tout récemment, en 2012, un livre où elle parle beaucoup plus du cerveau. C'est The Autistic Brain, tout simplement. Elle parle beaucoup de comment elle a compris que son cerveau, à elle, fonctionnait. Et elle était très étonnée de voir que les cerveaux des autres autistes fonctionnaient pas comme le sien, tu sais, donc, et c'est vrai, là, moi, je m'occupe de 22 étudiants autistes, ils sont tous très, très uniques et différents. Donc, il y aurait Temple Grandin, The Autistic Brain. Sinon, des bibliographies, moi, j'ai lu beaucoup. Si vous êtes mère d'un enfant autiste, je pense que vous seriez sûrement touché par le livre en français, s'appelle L'étincelle, le combat d'une mère d'un enfant autiste, par Christine Barnett, mère d'un jeune Jacob Barnett, là, qui est un jeune, on pourrait dire, autiste savant. Donc, récemment, ce sont 3 lectures qui m'ont beaucoup inspirée. Le livre de Madame Barnett m'a aidé à comprendre les parents. Parce que dans mon travail, les parents sont très présents. Ils ne sont pas dans mon bureau. Ils sont dans la tête de leurs jeunes beaucoup. Certainement. Merci, Hélène. D'une part, merci de votre présence, mais aussi merci aux présentateurs.